Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 40 de Créativité. Et jamais j'aurais pensé arriver au numéro 40, c'est un peu impressionnant même pour moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode qui va être aussi un petit peu à mi-chemin entre l'écriture et le dessin, puisque je vous propose qu'on parle de créer une carte pour son roman fantasy. Mais d'abord, je vais vous parler évidemment du thé, de l'épisode du thé du jour. C'est un nouveau thé que j'ai acheté, mais en fait, il change pas vraiment. Je me suis racheté du thé au jasmin puisque j'avais terminé celui que j'avais acheté auparavant. Donc c'est un thé, je sais même plus si c'est un Daman Frère ou pas, mais en tout cas il est très bon. J'avais un peu peur de l'avoir fait un petit peu trop infuser puisque j'ai oublié mon sachet de thé dans l'eau chaude, donc souvent il devient très, vous savez, un peu amer, un peu corsé comme ça, mais au final non, il est plutôt bon, il a pas ce côté amer que j'aime pas trop dans le thé au jasmin qui peut très vite arriver, et ma foi il est très très bon. Alors pour la petite histoire, je ne savais pas trop sur quel sujet faire cet épisode. J'ai toujours une petite liste d'idées à creuser, j'en ai peut-être une vingtaine ou 20-25, quelque chose comme ça. Et je me suis souvenu de cet épisode que j'avais beaucoup aimé de Scalenari. Alors je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est Scalenari ou Scalenari, je ne sais pas. En tout cas, je vous mettrai son nom dans la barre d'infos. C'est une autrice et illustratrice donc qui a fait aussi un podcast, comme quoi on est plus qu'on ne le croit, et donc qui a fait un épisode sur concevoir et illustrer la carte de son roman avec notamment un guide du débutant. Donc si ça vous intéresse, vous, de faire votre carte, je vous renvoie vers son épisode à elle. Je vous mettrai évidemment les liens vers cette jeune fille et vers son épisode de podcast dans les notes de cet épisode. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je donne mes two cents là-dessus, puisque il se trouve que j'en ai fait, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mes lectures de romans fantasy, et je me suis dit que ce serait un épisode très sympa à faire. Alors personnellement, j'ai toujours adoré les cartes au début des romans fantasy. J'ai un souvenir très précis de la carte qui était fait main dans les romans de Arkham de Valérie Simon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est the série de romans qui m'a fait tomber mais genre à pieds joints, mains attachées dans la fantasy. C'est une histoire de quête avec une héroïne qui en fait rassemble tous les grands pans de la fantasy avec des elfes, des nains, des dragons, enfin bref, il y a tout ça, avec de la magie, enfin bref, moi j'avais adoré cette série-là. Et donc il y avait cette carte qui avait l'air dessinée à la main au début de chaque tome, et je me souviens que je la regardais, mais avec adoration, et que je me référais en fait très très souvent à cette carte, puisque l'héroïne avait tout un périple, vraiment elle a fait tout le truc en long, en large et en travers, et en fait à tel point que dans mes romans, et Dieu sait que je les ai lus, en fait cette carte s'était détachée, cette page-là s'était détachée, qui m'a permis pour le coup de la scanner, de l'agrandir et de la refaire, je crois dans mes premières années où j'ai eu Photoshop, je l'ai refaite pour justement l'avoir en plus grand. Ça c'est un truc que j'adore et que j'aime moins, c'est que en fait comme c'est au début des romans fantasy qui sont souvent des romans format poche, les cartes sont vraiment très petites, et même des fois elles sont sur les 2 pages, donc quand vous avez des choses qui se passent au niveau de la relure, où vous savez, il faut que vous aplatissiez votre livre pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui sont cachés au niveau de la jonction des pages. C'est très très chiant. Et ça je peux vous le dire d'expérience, puisque c'était le cas notamment dans les bouquins aussi que j'ai adoré de David Eddings, et notamment ces trilogies Elenium et Tamouli que je continue à lire encore 20-25 ans plus tard.
Et donc, il y avait comme ça des cartes, que ce soit du monde ou que ce soit de la région, qui parfois étaient mises à chaque fois au début des chapitres qui concernaient cette partie-là. Et parfois, elles étaient sur 2 pages et on voyait pas ce qu'il y avait au milieu. Enfin, c'était des fois assez chiant. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai apprécié récemment avec la nouvelle technologie. L'année dernière, j'ai lu notamment Les Carmidors de Olivia Gomez et qui a sur son site internet une très très jolie carte interactive en plus. Une carte qu'on peut agrandir, une carte sur laquelle on peut avoir des éléments supplémentaires, des détails sur les pays, sur qui est régnant, etc. Sur 2-3 trucs qui, je trouve, enrichissent beaucoup l'expérience qu'on a de la lecture et le fait de pouvoir encore plus s'immerger dans la situation géopolitique et juste géographique du lieu. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup, de retrouver des cartes, notamment, par exemple, je vous parlais de Healings avec ses trilogies Elenium et Tamuli. Je les ai trouvées ensuite sur Internet, j'ai pu du coup les sauvegarder, j'ai pu les agrandir et c'est beaucoup plus facile de suivre parfois, justement, d'avoir ces cartes-là sur ordinateur plutôt que de les avoir au début des bouquins. D'autant que parfois, si vous êtes comme moi, vous avez plusieurs éditions, que ce soit papier ou parfois que ce soit numérique, c'est quelque chose, par contre, justement, numérique, je trouve qu'ils n'ont pas forcément trouvé la bonne adéquation, la bonne façon de faire, parce que quand il y a des romans comme ça qui ont besoin d'une carte, elles sont pas forcément faciles d'accès quand on lit sur une Kobo, sur une liseuse numérique. Et ça, je trouve que ça pourrait être un peu plus réfléchi, justement, d'essayer d'avoir un espèce d'accès facilité aux cartes, parce que je trouve que c'est un élément super important, en tout cas des romans initiatiques fantasy. Et ça, c'est quelque chose que peut apporter les nouvelles technologies, Internet, etc. Donc, je ne peux que vous encourager, si vous écrivez de la fantasy, si vous avez une carte, d'avoir un accès vers cette carte sur Internet, que votre lecteur ou lectrice puisse y avoir accès et pouvoir s'immerger pour encore plus apprécier son expérience. J'avais même acheté il y a quelques années un bouquin de cartographie sur l'épopée du Seigneur des Anneaux, où en fait on pouvait suivre à la trace et même au jour le jour le périple des protagonistes. C'était assez intéressant parce que justement on voyait en fait par là où ils étaient passés exactement. Alors, vous savez que la carte de la Terre du Milieu de Tolkien est quand même assez connue, mais moi je l'avais en poster dans ma chambre d'ado. Mais là on est vraiment zoomé à fond, on est au niveau justement des personnages et on voit par là où ils sont passés. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait savoir combien de temps ils avaient pris pour aller de là à là, combien de temps ils étaient restés à tel endroit, là où ils avaient été attaqués par tel personnage, etc. Et je trouve que c'est encore plus intéressant justement ce côté encore plus immersif dans la narration et dans l'histoire. Alors moi en tout cas personnellement c'est pour le roman Versipellis que j'ai eu vraiment besoin de créer une carte, mais ce besoin-là n'est pas venu tout de suite. Étonnamment en fait c'est après quelques années où je me suis dit ce serait peut-être bien de faire sa carte, puisque Versipellis c'est un roman de fantasy plutôt on va dire à période Renaissance qui se passe dans un monde donc inventé mais qui est fortement inspiré de notre monde réel. Les pays sont inspirés en fait de l'Europe de l'Ouest telle qu'on les connaît, même si ce n'est pas exactement la France, mon royaume de France ne s'appelle pas le royaume de France, etc. J'ai choisi des noms un petit peu différents, et ce qui fait que j'avais besoin de créer une carte qui soit à la fois compréhensible et à la fois légèrement différente pour qu'on comprenne qu'on n'était pas dans une géographie connue, dans une géographie réelle si vous voulez. Donc, la première carte que j'ai faite, je l'ai déjà faite à la main, vraiment dans les grandes lignes, vraiment au brouillon, si vous voulez, pour mettre les principaux éléments, les principaux royaumes, etc., pour voir un petit peu aussi la taille des pays, des royaumes par rapport aux autres, essayer de voir ce que je voulais faire, etc. Et ensuite, j'ai pris toutes ces données-là et je suis passée sur Photoshop. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un exemple sur mon site internet, donc karelclara.fr. Donc c'est les exemples de ces cartes-là, l'ancienne et la nouvelle, pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle et pour que vous puissiez voir aussi comment ça a évolué, puisque la première carte, je sais plus quand est-ce que je l'ai faite. Voilà, les premières cartes dataient de carrément 2010. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vieux, puisque donc la première carte date de 2010-2011 et les nouvelles cartes datent de 2023. Donc il y a eu quand même 12-13 ans entre les deux. Et je peux vous dire que ça a quand même bien évolué. Donc j'ai commencé tout d'abord à faire les pays au niveau de l'échelle de l'Europe, on va dire. En gros, que ça allait, pour vous donner une idée, en gros, ça allait quelque chose comme des pays scandinaves jusqu'en haut de l'Afrique, pour vous donner une idée.
Donc moi, mon intrigue se concentre vraiment sur les rapports géopolitiques entre surtout 3 pays, même s'il y a un peu plus de pays qui sont autour, de royaumes qui sont autour, qui ont une importance on va dire un peu secondaire, mais en tout cas, moi, mon intrigue, ça vraiment s'articulait entre les relations entre la Galice, la Navarre et Libéria, donc qui sont l'équivalent, on va dire, du royaume de France, un royaume de Navarre basque que j'ai inventé, et aussi donc, je vais dire l'Italie, mais pas du tout, l'Espagne, voilà. Même s'il y a un royaume qui ressemble à l'Italie, il y a un royaume qui ressemble à, on va dire, enfin l'Allemagne en tout cas de l'époque, disons plus un gros pays fédération, mais qui s'inspire un petit peu l'Empire romain germanique, voire carrément jusqu'aux Carpates, si vous voulez. Vous avez une pseudo-île britannique qui est déstructurée, on va dire. Vous avez les pays du Nord aussi. Enfin voilà, vous avez plusieurs éléments comme ça que j'ai rajoutés, mais qui sont très partiels et qui n'ont pas forcément une grosse importance dans l'intrigue, mais j'avais besoin qu'ils soient là. Et donc une fois que j'avais fait la répartition comme ça à l'échelle de l'Europe, où j'avais mis les capitales de chacun des royaumes, donc j'ai pris cette carte et je l'ai agrandie, et à ce moment-là j'ai fait un fichier pays par pays pour vraiment détailler chacun des pays, pour savoir où situer les fleuves, évidemment, où situer les montagnes, où situer les villes importantes aussi, les forêts, les lacs, etc., qui pouvaient être intéressants dans mon histoire. En tout cas, il y avait des zones, il y avait des lieux qui étaient décrits dans mon histoire qu'il fallait qu'ils soient sur la carte. Et ensuite, une fois que en fait on se laisse aller à créer la carte, il y a des éléments que vous allez inventer, que vous allez pouvoir vous dire, bon bah il y a cette petite particularité là, ça pourrait peut-être être intéressant, je sais pas moi, pour avoir une cachette pour tel ou tel personnage par exemple, ou alors où se situe exactement tel ou tel élément que vous n'avez pas forcément prévu à la base, mais qui pourrait être un élément plus important ou plus intéressant à exploiter, par exemple si vous avez un tome 2 ou un tome 3, etc. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, vous avez aussi donc cette échelle-là au niveau du royaume, mais vous pouvez aussi carrément, ça c'est pas forcément ce que j'ai fait, mais c'est quelque chose que je me ferme pas forcément la porte de faire un jour, mais vous avez carrément l'échelle de la ville. Par exemple, si vous avez des choses qui se passent vraiment dans une ambiance citadine, enfin dans un lieu, un territoire, voilà, c'est ça que je cherchais, un territoire plutôt citadin, vous pouvez faire le plan des différents quartiers de telle ou telle ville, par exemple, et juste pour savoir où est le palais, par exemple, en fait, comment se construit cette ville. Est-ce qu'il y a une ville haute et une ville basse? Est-ce que c'est une ville avec un piton rocheux? Est-ce que c'est une ville qui est traversée par un fleuve ou pas, etc. Est-ce qu'il y a des ponts? Enfin bref, il y a plein d'éléments comme ça qui sont quand même parfois assez intéressants et importants à déterminer avant de vous lancer dans l'écriture. Ça permet aussi évidemment de fixer des points de géopolitique. Si vous savez que les 2 pays sont en train de se mettre sur la tronche à cause d'une frontière ou à cause de la présence de tel ou tel minerai par exemple, ou à cause de telle ou telle chose, bah, ça permet de fixer des points géographiques qui sont très intéressants et très importants après dans les rapports de géopolitique entre 2 territoires, entre 2 nations ou 2 royaumes. Et donc ça, c'était ce que j'avais fait pour cette première vague de cartes, donc dans les années 2010-2011. Il se trouve que j'ai eu envie un petit peu de les remettre à jour l'année dernière, donc en 2023. Et j'ai décidé cette fois-ci de ne pas le faire directement donc sur Photoshop tel que je l'avais fait au début, mais j'ai découvert qu'il y avait des sites internet qui pouvaient proposer de faire ça, notamment un site qui s'appelle Incarnate. Je vous mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos. Il y a une version gratuite qui peut déjà vous donner quelque chose d'assez solide, mais vous avez aussi une version payante qui est pas si chère que ça. Je crois que c'est quelque chose comme 15 € ou 15 $ par an. Donc franchement, ça va. Et qui vous permet de faire des choses beaucoup plus précises. Et pareil, je vous mettrai sur mon site internet un exemple donc de la dernière version que j'ai faite, qui est beaucoup plus précise, comme je vous disais, et qui est beaucoup plus jolie aussi. Ça demande un petit peu d'expérience et d'expérimentation pour essayer de saisir les outils, etc. Cette fois-ci, alors c'est pas un soft comme Photoshop que vous devez installer et tout ça. C'est un site internet en fait. Vous faites votre carte directement dans le site internet. Et il faut savoir que plus vous allez justement détailler votre carte, plus vous allez mettre des éléments, des stamps, enfin des espèces de tampons quand vous allez mettre des montagnes, quand vous allez mettre des châteaux, des villes, etc. Plus il va y avoir d'éléments comme ça, plus votre fichier va être lourd et plus ça va laguer si vous voulez, et plus il va y avoir du temps de refresh. Voilà. Si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, ça peut être vite frustrant parce que ça peut prendre très très vite beaucoup de poids si vous voulez, et ça peut peut-être gâcher un peu votre expérience de faire cette carte-là. Moi personnellement,
finalement, ce qui était intéressant là-dessus, c'est que ça a permis pour moi en fait d'avoir beaucoup plus de facilité, de détails dans les côtes, par exemple, de creuser, comment dire, les estuaires, de creuser les fleuves, de faire des rivières qui se jettent dans les fleuves, etc. Ça a permis de faire des îles, ça a permis de faire des trucs qui soient un petit peu plus réalistes peut-être. Et d'ailleurs là-dessus, je vous invite très fortement, si ça vous intéresse, d'aller voir la chaîne YouTube d'Incarnate où ils expliquent énormément de choses, donne beaucoup de tips par rapport par exemple à comment ça se passe. Les rivières ça vient forcément des montagnes et ça va vers la mer, ça c'est un truc de base en fait. Des trucs qu'on peut oublier, que je me suis rendu compte que j'avais pas forcément tenu en compte la première fois que j'ai fait mes cartes en fait, et ça permet d'avoir quelque chose de plus plausible, enfin pas forcément de plus réaliste mais de plus crédible en fait, et ça c'était justement super intéressant, super important, enfin de prendre ça en compte. Alors c'est une chaîne YouTube qui est en anglais, mais si vous comprenez l'anglais ou si vous pouvez mettre les sous-titres par exemple, ils ont aussi je crois des live streams sur peut-être sur YouTube, mais je crois qu'ils sont aussi sur Twitch. Ce qui est aussi intéressant avec Incarnate, c'est que vous pouvez faire des cartes vraiment de type complètement différent. Vous pouvez faire des cartes de type parchemin, des cartes de type fantasy. Il vous permet de faire des cartes beaucoup plus précises, oui, mais je veux dire, si vous voulez faire une carte, justement, je parlais tout à l'heure de faire une carte d'une ville, par exemple, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez faire des choses beaucoup plus resserrées, zoomées, si vous voulez. Il y en a même qui utilisent Incarnate, par exemple, pour préparer leur scénario de jeu de rôle. Vous pouvez carrément aller zoomer jusqu'à l'intérieur d'une maison. Et si vous voulez faire un truc vraiment à l'échelle d'une maison, d'un quartier ou quelque chose comme ça, vous avez la possibilité de le faire. Bon, moi, j'en ai pas forcément besoin. Un jour, je viendrai peut-être à faire une ville, on ne sait pas. Mais pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Ce que ça m'a permis de faire, c'était dans un deuxième temps, notamment là quand je suis là où je vous parle, j'étais en train de préparer en fait l'intrigue et le world building des tomes 2, 3 et 4 de Versipélis, et j'avais notamment besoin pour mon tome 2 et 3 de travailler sur en fait qu'est-ce qui constitue en fait les duchés, les comtés de mon royaume de Galice, qui est mon royaume principal, en fait là où se passe vraiment l'intrigue principale. Et ça c'était quelque chose que j'avais pas forcément poussé quand j'ai créé la première map, la première carte. Et là j'avais besoin de voir en fait quelles étaient les forces en présence, quels étaient les lieux de rivalité possibles, parce que il y allait avoir tout un jeu d'ennemis, d'alliances, etc. Parce que j'allais avoir des conflits d'intérêts, des conflits de succession, etc. Donc j'allais avoir besoin d'alliances d'un côté, d'alliances de l'autre, de possibles trahisons, de possibles retournements de veste, etc. Et donc le fait de faire des cartes un peu plus précises, un peu plus détaillées comme ça, allait me permettre de savoir tiens, cet endroit-là, ça peut être un lieu de rivalité entre deux comtés, parce que il y a je sais pas moi du minerai, il y a quelque chose de religieux qui fait que les deux comtés ou les deux duchés essayent de s'approprier le territoire en tout cas. Donc voilà, ça permet de faire des choses, de réfléchir aussi du coup sur tout ce qui est géopolitique. Alors attention aux pièges que j'ai moi-même rencontrés. Là c'était par exemple d'un côté, la première chose que je me suis posée comme question, c'était en fait mon pays est composé de combien d'entités? Est-ce que c'est des duchés? Est-ce que c'est des comtés? Est-ce qu'un duché est constitué de plusieurs comtés? En fait, à quel point je voulais complexifier la vie politique de mon histoire et de mon royaume tout court. Est-ce que je voulais faire quelque chose qui était assez complexe avec beaucoup de suzerains qui ont des gens en dessous, quelque chose de très hiérarchique et très complexe avec beaucoup de personnages, un peu à la Game of Thrones ou un peu, j'ai envie de dire, comme le Moyen-Âge tel qu'on l'imagine, tel qu'on le connaît? Ou est-ce que je voulais me simplifier la vie avec un nombre précis de duchés et que c'était comme ça? Il y avait peut-être des gens, on va dire subalternes, mais que c'était pas forcément le point principal. En fait, à quel niveau, à quel degré je voulais complexifier les choses? Et moi, en tant qu'écrivaine, est-ce que je me sentais capable de gérer des éléments politiques avec 15-20 personnes, chacun avec ses désirs, avec ses ambitions, etc. Est-ce que je me sentais capable de gérer tout ça? Et est-ce que c'était aussi pour le bien de l'histoire? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était un bien? Peut-être, est-ce qu'il valait pas mieux simplifier les choses, quitte à ce que ce soit peut-être un peu trop, peut-être simpliste? Ça a été quelque chose que je me suis posé, en tout cas comme question, et je suis plutôt partie vers essayer de ne pas partir avec 50 000 personnages, parce que je pense qu'il faut savoir aussi se calmer, se limiter en tout cas. Et donc, déjà avec 5 ou 6 duchés, ça pouvait faire assez d'intrigues possibles et de mouvements de force en présence
qui pouvait être suffisant pour mon intrigue principale. Autre souci que j'ai rencontré, pour moi, ça a été attention quand vous faites ce genre de choses. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à changer les noms, notamment de certaines villes. Alors pas les villes principales, mais certaines villes secondaires qui, en fait, au final, me plaisaient plus trop par rapport à la première mouture de la première carte. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant de trouver un nom qui sonne mieux et peut-être quitte à la changer, notamment dans le premier tome que j'ai déjà écrit, mais bon, ce sont juste des mentions, donc c'est pas trop gênant, on va dire. Sachez que vous pouvez à ce moment-là être un petit peu tenté de changer des noms, de rajouter des noms de montagnes, de changer des noms de villes, parce que d'un seul coup vous vous dites que vous pouvez trouver mieux que ça. Alors ça, c'était pour les cartes, en tout cas de romans fantasy et de monde inventé. Pour finir cet épisode, je vais vous parler en fait d'une autre expérience, et notamment de la fanfic que j'ai écrite il y a quelques années. Donc j'avais écrit une fanfic qui s'appelle La Bestia, et qui se passe dans la série télévisée Grimm, qui se passe à Portland, donc aux États-Unis. Alors là, cette fois-ci, c'est plus un roman policier / fantastique, on va dire. C'est une espèce de urban fantasy quelque part. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas forcément eu besoin de faire une carte, certes, mais j'ai eu besoin d'avoir un support géographique. Et là, je peux vous dire merci Google Street, puisque j'ai été voir sur Portland qu'est-ce qu'il y avait comme élément. Je savais qu'il y avait un moment, une partie de mon histoire qui se passait dans un zoo, donc j'ai été voir où est-ce qu'il y avait... Alors déjà, est-ce qu'il y avait un zoo dans Portland? Oui, en effet, il y en a un. J'ai pu aller voir à quoi ressemblait le zoo de Portland, où est-ce qu'il était, notamment, j'avais besoin par exemple de l'enclos des hyènes, j'espérais qu'il y avait des hyènes au zoo de Portland. Donc ça, c'est possible à faire maintenant avec Internet, merci Internet. Et par exemple, c'est là-dedans aussi que j'ai trouvé exactement où était. J'ai une scène qui se passait dans le département qui donne en fait les licences, comment on appelle ça, les permis de conduire par exemple. Donc j'ai pu aller voir sur Internet où est-ce que c'était, dans quelle rue c'était de Portland, et j'ai pu aller voir comme ça dans Google Street à quoi ça ressemblait, les alentours, le bâtiment, etc. Et donc c'était beaucoup plus facile de le décrire et du coup de vraiment de s'implanter dans la réalité du truc et en fait de donner vraiment un élément tangible. Et par exemple, pareil, l'adresse en fait du méchant dans cette fanfic là, il me semble que je donne l'adresse, vous pouvez aller la voir dans Portland, et ce que je décris dans cette fanfic, c'est vraiment, je me suis vraiment basée sur des éléments de Google Street. Si vous avez comme ça aussi des romans ou des histoires, c'est quelque chose de très très intéressant, en tout cas si vous vous basez sur du réel, de faire un tour dans Google Street pour essayer de trouver des choses qui puissent être plausibles et crédibles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je sais pas si, comme moi, vous aimez aussi les cartes des romans fantasy. Moi, je sais que c'est un truc, en fait, quand on lit des romans fantasy, il y a souvent des cartes. Et quand on écrit de la fantasy, c'est comme quand vous écrivez de la fantasy, vous vous dites, je vais faire une trilogie. C'est logique, puisque tous les romans fantasy que j'ai lus jusqu'à maintenant, c'est des trilogies. Donc, voilà. On se dit, c'est un truc un peu normal et obligatoire de faire une carte quand on fait son roman. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que maintenant, il y a des romans qui n'en nécessitent plus vraiment, mais moi, je trouve que ça a toujours un aspect assez chouette et assez immersif, et j'aime bien pouvoir m'imprégner de ça et me projeter là-dedans. Et en tant que créatrice, en tant que dessinatrice, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié aussi faire, alors que ce soit moi-même sur Photoshop, même si je trouve que il faut vraiment des skills pour faire soi-même ces cartes, notamment pas forcément les contours des royaumes, etc. Mais après, en fait, tous les dessins des montagnes, tous les dessins des petits chemins ou les petits hameaux, les dessins des forêts, enfin des arbres, etc. C'est vraiment des skills, c'est vraiment une compétence à part entière. Je vous renvoie vers Luki, dont j'avais fait le démiurge il y a quelques mois. Je vous renvoie vers Targion, son roman sur Wattpad, où elle avait fait des maps, des cartes absolument divines, et elle les a faites elle-même, et elle n'a pas du tout utilisé des stamps ou Incarnate ou quoi. Elle a fait elle-même entre Photoshop et Illustrator, et je ne peux que vous encourager d'aller voir parce que c'est juste magnifique ce qu'elle a fait. Voilà, je m'arrête là, j'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye.